Donc, on se retrouve ce matin pour vous parler des traitements médicamenteux en sortie d'hospitalisation pour les enfants nés avec une cardiopathie congénitale. Donc, moi, je le disais, je suis Gaëlle Marguin, je suis la fondatrice de l'association Petit Cœur de Beurre. Vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat et je vais tout de suite vous présenter les intervenants que nous allons avoir aujourd'hui. Donc, on aura aujourd'hui l'intervention du docteur Delphine Ouigy, qui est pharmacienne auprès des Hospices civils de Lyon. Nous aurons également un retour d'expérimentation de Morgane Cabon, qui est également pharmacienne auprès des Hospices civils de Lyon avec le docteur Delphine Ouégy. Et nous aurons également le point de vue du parent avec un témoignage d'Audrey, qui est bénévole au sein de l'association Petit Cœur de Beurre sur la région et l'antenne de Nantes. Et puis ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions et puis on vous présentera un petit peu les outils de Petit Cœur de Beurre. Alors, Delphine, je vais te laisser la parole. Alors, donc moi, je suis Delphine Wiki, donc je suis pharmacien, comme l'a dit Gaëlle, au sein des Hospices civils de Lyon. Les Hospices civils de Lyon, c'est un gros CHU et il y a plusieurs sites. Et donc moi, je suis sur le site où on va retrouver quasiment toute la pédiatrie, avec la cardiopédiatrie, donc notamment. Et je suis pharmacien clinicien, ça veut dire qu'en fait, je travaille au plus près des patients, au plus près des familles et des médecins et infirmiers du coup du service du CHU de Lyon. Et parce que j'ai préparé un petit peu pour discuter ce matin, c'est plus pour parler aussi des erreurs, puisque du coup on est dans le champ de la pédiatrie avec la cardiopédiatrie et l'erreur elle est humaine, hein, comme nous le disait un cher monsieur Alphonse Allais, l'erreur elle est humaine, sinon il n'y aurait pas de gomme au bout des crayons. Donc du coup, dès qu'il y a de l'humain, il y a potentiellement de l'erreur. Et quand on parle d'erreur médicamenteuse, ça veut dire une erreur de médicament, se tromper de patient, se tromper de dose, etc. Et en pédiatrie, le risque d'erreur, il est important. Déjà parce qu'il y a peu d'études en pédiatrie sur les médicaments. On a peu de médicaments pour la pédiatrie étudiés vraiment avec donc toutes les informations qu'il faut pour l'utiliser dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est une des premières raisons. Et en plus, on ajoute à ça le fait que c'est complexe d'utiliser des médicaments en pédiatrie parce que la pédiatrie, c'est de 0 à 18 ans. Donc forcément, ça amène beaucoup d'hétérogénéité. Et en plus, un enfant avant 6 ans, par exemple, voilà, il ne peut pas avaler un comprimé ou une gélule de taille standard. Ça, c'est classique, c'est normal pour un enfant de moins de 6 ans. On ne va pas lui faire avaler ce type de médicament. Donc, il nous faut des choses spécifiques. Donc, ce qui fait que risque d'erreur. Donc, la Haute Autorité de Santé, qui est la grande instance finalement, a redit il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, un flash sécurité patient avec une punchline. Ça, c'est leur marque de fabrique à la HAS. Les médicaments en pédiatrie, ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc, c'est compliqué d'utiliser les médicaments en pédiatrie, donc risque d'erreur important. Et puis en plus, on va peut-être un peu plus parler aujourd'hui du risque au moment de la sortie d'hospitalisation, un risque de rupture de la continuité des médicaments et de la prise en soin qui a lieu encore plus à ce moment-là, où finalement, des fois, lors de l'hospitalisation, c'est plutôt les infirmières qui administrent, puisque c'est leur rôle. Et par contre, arrivé à la maison, c'est les parents. Et est-ce qu'il y a eu une passation de l'information, de l'éducation? Ça, c'est encore une autre question. On peut passer à la diapo d'après, s'il te plaît, Gaëlle. Donc, risque d'erreur, risque de rupture de continuité. Et puis, quand on parle d'information, faut redire aussi que c'est obligatoire d'informer les patients, les aidants. Ça, c'est important de le remettre quand même en lumière. Il y a des textes réglementaires qui redisent bien les choses. Donc, une information, c'est essentiel. Et même, je dirais, plus loin qu'une information, une éducation. Aller plus loin que l'information, plus loin que juste donner la connaissance, mais c'est vraiment de s'assurer que la personne, elle est en capacité de le faire
Et donc, quand on parle de médicaments, de prise, s'assurer que tout soit OK pour la personne qui va donner, donc par exemple à la maison. Donc pour le parent, par exemple. Les petites références en bas, c'est des choses pour dire que ce que je dis là, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est la littérature, même scientifique, qui a aussi dit ces choses-là. Et quand on regarde des éléments de la littérature en pédiatrie, on voit qu'avant le retour à domicile, eh bien, l'éducation aux médicaments, ça diminuerait le stress parental. Ça tombe sous le sens. Mais bon, faut-il encore l'avoir montré? Et là, c'est le cas. Et puis, ça augmenterait aussi les connaissances et les compétences des parents pour donner les traitements. Et ça augmenterait la satisfaction générale en la prise en soin du patient. Donc ça, c'est quand même très positif. Et puis, si on regarde la littérature plus spécifique de cardiopédiatrie, eh bien, il y a au moins une étude qui nous a montré qu'il y avait des besoins éducatifs des parents à l'administration des médicaments pour se sentir à l'aise à la maison pour pouvoir donner. Et puis, donc, pour diminuer les erreurs potentielles. Parce que quand on est soignant professionnel, qu'on se trompe, eh ben, ça peut être vraiment très engageant, hein, surtout si c'est une erreur qui amène à quelque chose de très sévère pour l'enfant. Mais quand on est parent, là, c'est encore autre chose en termes de culpabilité, et de position et voilà, et de conséquences. On peut passer à la diapo d'après. Donc à Lyon, on a avec Petit Cœur de Beurre, on s'est dit que ça serait intéressant de travailler sur des flyers, et notamment des flyers sur les préparations, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, comme il n'y a pas beaucoup de médicaments qui existent, on est amené dans la pédiatrie en général, et bien sûr beaucoup aussi en cardiopédiatrie, à fabriquer spécifiquement des traitements qui s'appellent donc des préparations. Et ces préparations, il n'y a pas en fait de notice d'utilisation en général, avec le flacon, avec les gélules à ouvrir ou autre. Donc du coup, intéressant d'avoir quand même une brochure, un flyer, pour pouvoir consulter, reconsulter à distance l'information orale obligatoire, comme je disais, qui a été donnée. Donc on a fait plusieurs flyers. Donc là, vous avez un exemple avec le Carvedilol, qui est du coup un médicament bien utilisé en cardiopédiatrie, avec donc un petit flyer, avec un QR code, par exemple, pour reprendre les étapes sur comment administrer et comment prélever un volume précis pour pouvoir donner donc ce buvable. Et puis, on en a d'autres. On en a fait là, donc ça grossit de jour en jour, hein, plusieurs flyers sur les préparations, des flyers aussi sur les anticoagulants oraux, qui sont des médicaments qui sont aussi très à risque, hein, puisque du coup, ça fluidifie le sang. Donc, ça amène forcément des risques de saignement. Donc, si on se trompe d'une dose et qu'on fait 2 fois plus ou même 10 fois plus de la dose nécessaire, ça peut être très grave. Donc ça, c'est pour accompagner un peu mieux l'information orale qui est donnée et qui est donc, comme je le disais, obligatoire. Donc ces documents, mais on vous le redira tout à l'heure, hein, je crois, ils sont disponibles sur le site Petit Cœur de Beurre, à disposition en téléchargement. On peut passer à la diapo d'après. À Lyon, on va un peu plus loin que les flyers. Disons qu'on essaye de faire un accompagnement de plus en plus structuré. Donc on utilise notamment des documents comme ça, le plan de prise, qui reprend l'ordonnance. Alors bien sûr, il faut que ça soit strictement la même chose que l'ordonnance, sinon là, on amène aussi un risque d'erreur pour les parents, et qui reprend du coup quand est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on va donner, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, quelle par exemple pipette, seringue on va utiliser pour donner, et ça accompagne en fait un entretien pharmaceutique, donc fait par un pharmacien, par un interne, par un étudiant qui est formé, et qui va venir au chevet des familles pour pouvoir bien expliquer tout ce qu'il en est pour la sortie d'hospitalisation. Donc c'est fait de façon concomitante avec les informations et éducation des infirmiers,
Et puis, on vous en dira peut-être aussi un peu plus là-dessus tout à l'heure. On va un peu plus loin pour structurer tout ça, pour pouvoir prendre bien les avis de est-ce que c'est utile ce genre de document et comment on peut faire pour accompagner au mieux avant la sortie pour qu'à la maison, il y ait le moins d'erreurs possible et puis le plus de confiance possible du parent pour donner voilà, en toute sécurité. On peut passer. Euh, Mes petits messages aussi, quand on est parent et qu'on a des médicaments à donner à son enfant, bien, il y en a plusieurs. Déjà, de bien oser demander à ce qu'on vous explique, à ce qu'on vous montre, jusqu'à ce que ça soit bien clair pour tout ce qu'il y a à faire. Parce que des fois, c'est vraiment lourd, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, il y a beaucoup aussi de médicaments, hein, des fois, sur des sorties de cardiopédiatrie, des fois même chez les tout petits. C'est le rôle des soignants. Donc, il ne faut pas hésiter à les déranger pour ça, même s'ils bougonnent ou qu'ils font les pas contents, parce que du coup, après, c'est vous, sinon, qui risquez de vous tromper. Donc, voilà, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui vous paraît bizarre, deuxième grand message, vis-à-vis des médicaments, bah, peut-être qu'il y a un problème, parce que du coup, comme je l'ai dit, l'erreur, elle est humaine, elle arrive à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à redemander confirmation. C'est mon deuxième grand message. Et puis, bah, peut-être qu'il n'y aura rien de bizarre, qu'il n'y aura pas de problème, mais au moins vous serez rassurés. Et ça, c'est important d'être sûr que tout va bien aller. Troisième grand message, un peu plus pratico-pratique, ne prenez pas une cuillère à café pour donner un médicament. Parce que cuillère à café, bah, il y a cuillère à café et cuillère à café. La cuillère à moka, ce n'est pas le même volume que la cuillère à soupe, que la cuillère à café. Et des fois, en fonction de ce qu'on a à dispo, bah, on se dirait ça va bien le faire, mais en fait, ce n'est pas assez précis en général. Donc, il faut bien avoir de quoi donner. Donc, ça sera des seringues graduées et bien voir comment on donne sur les graduations. Et puis, bien sûr, mon dernier message, c'est si vous avez des difficultés à donner les médicaments, parlez-en. Ça peut être au médecin qui s'occupe de votre enfant, ça peut être à un infirmier dans le service, ça peut être à Petit Cœur de Beurre, ça peut être au pharmacien d'officine, enfin quiconque qui puisse en fait vous aider et vous permettre d'avoir moins de difficultés. Voilà pour mes grands messages. Et puis, je vais laisser la parole et on pourra en reparler de tout ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Delphine. Moi, j'adore ces petits conseils de Delphine qui nous dit que effectivement, la cuillère, c'est pas suffisant. Donc, merci pour ces bons conseils. On a besoin de bons tips et quand je vois ce que Audrey va nous dire derrière, je pense elle est d'accord avec ça. Eh bien, écoutez, on va continuer. Du coup, si vous êtes OK, on va laisser la parole à Morgane. Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, je me représente. Je m'appelle Morgane Cabon et donc je suis interne en pharmacie aux Hospices civils de Lyon et je suis encadrée du coup par Delphine. Donc du coup, moi je vais vous présenter en fait le retour d'une expérimentation qui a été menée au cours de l'année 2024. Donc la question de cette étude expérimentation qu'on s'était posée, c'est quels sont les besoins des parents sur l'éducation des médicaments lors de la sortie d'hospitalisation d'un service de cardiopédiatrie. Comment l'étude elle a été menée? Donc on a réalisé en fait des entretiens individuels téléphoniques avec des parents d'enfants âgés de moins de 12 ans et qui sont sortis de l'unité de cardiopédiatrie de Lyon en essayant de respecter la condition que la date de sortie soit supérieure à 2 semaines lorsqu'on réalisait cet entretien. Pour réaliser cet entretien, on a élaboré un guide d'entretien pour diriger un peu l'entretien, mais laisser la conversation assez libre, avec différentes thématiques à aborder. Donc d'abord une thématique sur le vécu du retour à domicile, avec des questions comme racontez-moi comment s'est passé le retour à domicile, comment avez-vous vécu la sortie d'hospitalisation avec les médicaments. Une thématique sur la prise médicamenteuse à domicile, comment se passe la prise du médicament à la maison. Une thématique sur la gestion du médicament, avec une question sur quelles sont les difficultés ou même les facilités rencontrées concernant la gestion des médicaments et comment ça se passe lorsque vous devez récupérer les médicaments à la pharmacie. Une thématique aussi sur l'éducation réalisée avant la sortie d'hospitalisation et quels axes d'amélioration,
Donc avec une question comme racontez-moi comment on vous a appris à utiliser les médicaments, qu'est-ce que vous en avez pensé et quelles informations auraient pu manquer une fois que les parents sont revenus à domicile. Pour analyser les entretiens, une fois qu'ils étaient réalisés, c'est une analyse en fait inductive des entretiens qui a été faite, où on va d'abord lire les entretiens en entier et ensuite classer en thématiques et sous-thématiques en choisissant les phrases les plus significatives qui sont ressorties des entretiens et qui nous semblaient importantes à notifier. Donc, je vais du coup vous présenter les résultats de l'expérimentation. J'ai pu réaliser donc 13 entretiens auprès de 14 parents. Globalement, ce sont des mères, donc 12 mères et 2 pères qui ont été vus pendant ces entretiens téléphoniques. La durée moyenne, c'était 31 minutes et nous avons pu dégager 3 grandes thématiques. Donc, les perceptions et le vécu vis-à-vis des médicaments, l'éducation médicamenteuse hospitalière avant la sortie et la gestion à domicile des médicaments. Et je vais donc vous présenter un peu plus en détail ces résultats tout en gardant le même code couleur pour que ce soit plus facile pour la compréhension. Donc tout d'abord, perception et vécu vis-à-vis des médicaments. Les parents ont évoqué différentes choses qui ont mis en évidence en fait une ambivalence émotionnelle autour de la sortie, avec à la fois des parents qui ont trouvé que la sortie avec les médicaments, elle s'était faite de manière assez rapide et brutale, alors que d'autres parents ont évoqué plutôt une sérénité vis-à-vis de ces médicaments et de sortir avec. Du stress et de la peur, notamment du stress sur les oublis et de se tromper au niveau des doses. Et des parents ont quand même évoqué que c'est un stress qui est important les premiers jours et ensuite il s'estompe avec le temps. Donc un parent nous a notamment dit un stress les premiers jours et ensuite quelque chose qui rentre dans la routine. Et un autre parent qui nous a dit le côté stressant, c'est vraiment de ne pas se tromper au niveau des doses sur autant de médicaments qui peuvent avoir des conséquences sur sa santé. Les parents évoquent également une lourde responsabilité vis-à-vis des médicaments. Ils parlent notamment qu'on passe du cocon de l'hôpital où ils ont quasi pas de responsabilité, puis ils se retrouvent en fait à tout gérer à domicile. Et donc un parent qui nous parle d'une lourde responsabilité par rapport au traitement. Concernant l'éducation médicamenteuse hospitalière avant la sortie, elle est qualifiée de pluriprofessionnelle et multi-étape, avec d'abord une étape plutôt infirmière et ensuite après une étape plutôt pharmacie, que ce soit un pharmacien, un interne ou un étudiant formé. Elle est plutôt satisfaisante, sécuritaire et indispensable selon les parents, puisqu'on a un parent qui nous a dit j'aurais donné 10 fois la dose, donc c'était bien de faire l'erreur à l'hôpital et de ne pas l'avoir administrée à mon bébé. On a quand même quelques éléments manquants immédiats, notamment sur les informations telles que le rôle des médicaments, la posologie, les effets secondaires, les interactions médicamenteuses et les circuits des médicaments. Et on a notamment un parent qui nous parle d'un regret. Le plus gros regret que j'ai, c'est qu'on ne m'a pas expliqué à quoi servaient les médicaments et que du coup, il a dû faire des recherches par Internet pour le savoir. Également des besoins à distance qui émergent en fait une fois qu'ils sont rentrés, que les parents sont rentrés à la maison, notamment en fait des besoins sur les modes de garde. Comment on peut avoir un mode de garde avec un bébé qui prend des médicaments? Ça, c'était une des questions qu'un des parents a évoquées. Et également pour avoir les personnes à qui contacter s'ils ont des questions une fois à domicile. Ensuite, concernant la thématique de gestion des médicaments à domicile, les parents nous parlent d'une nouvelle routine, et notamment un parent qui nous dit honnêtement, je me prends pour une infirmière, et un autre parent qui nous dit ça fait partie de notre routine, de notre quotidien. Ça demande de l'organisation, de l'adaptation et de l'anticipation, et on a notamment un parent qui nous a parlé que ça demandait une organisation militaire. Et c'est à la fois des difficultés et des facilités. Des difficultés plutôt lorsqu'il y avait beaucoup de médicaments, avec un parent qui nous dit, c'est vrai, quand il y en a beaucoup, je pense qu'on a beau mettre ce qu'on veut dans les seringues, ça reste compliqué de leur administrer. Et aussi des difficultés lorsque les médicaments dépendent des pharmacies de l'hôpital. Et aussi des facilités, puisque certains parents trouvent que donner des médicaments, c'est assez simple et c'est comme s'ils donnaient le biberon. Au cours de ces entretiens, on leur a également demandé en fait ce qu'ils penseraient si on mettait en place un parcours éducatif sur les médicaments, donc quelque chose de plus structuré au niveau de l'éducation avec une étape infirmière, une étape pharmacie et quelque chose en interprofessionnalité pour quelque chose vraiment avec des temps définis.
pour pouvoir aborder tous les éléments, chacun à son tour et en collaboration. Et donc, l'intérêt pour les parents, c'est de les rassurer, de diminuer le stress du retour à la maison, de se sentir prêt à rentrer et d'apporter également un cadre sécuritaire. Donc, on peut en déduire qu'il y a un intérêt certain du parcours pour les parents. Et notamment, un parent nous a dit, si le résultat de cette coordination-là entre tous les professionnels de santé et tous les soignants, c'est de réussir à mieux accompagner les familles, oui, forcément, il y a de l'intérêt. On leur a également demandé quel format d'éducation ils aimeraient avoir sur les médicaments. Donc, ils aimeraient qu'elle soit anticipée, cette éducation, dans le temps, avec notamment un parent qui nous a dit 2 à 3 jours avant la sortie, c'est nickel. Plutôt à distance de l'euphorie de la sortie et de tous les derniers examens qu'il faut faire avant de rentrer. Ils aimeraient également préparer et administrer plusieurs fois les médicaments et également des sessions avec chaque professionnel de santé. Donc tous ces résultats, ça nous a permis en fait d'identifier des besoins éducatifs et de répondre à la question que nous avions posée au départ. Et on a catégorisé ces besoins en 3 catégories. Un besoin donc sur les connaissances sur les médicaments, en appuyant bien sur le rôle des médicaments et les effets secondaires lorsque les parents désirent les connaître. Également des compétences de savoir-être pour les aider en fait à renforcer leurs compétences émotionnelles et aussi à prendre confiance et renforcer le sentiment d'efficacité personnelle pour essayer de diminuer au mieux le stress du retour à domicile. Et également des compétences de savoir-faire, comme par exemple pour identifier les personnes ressources et savoir comment les contacter, organiser l'accueil d'un enfant en collectivité avec des médicaments, s'adapter à des changements de posologie, de traitement ou même de leur routine, et aussi les aider à gérer les ruptures de stock des médicaments. Et également des besoins donc sur le format de l'éducation, plutôt interprofessionnel avec une position clé de l'infirmière et du pharmacien, quand plutôt 2 à 3 jours avant la sortie et à distance de l'euphorie, de la sortie et des derniers examens. Une démonstration d'abord de la préparation et de l'administration, puis une réalisation autonome par les parents. Et tout ça en fait à l'aide de supports écrits visuels, colorés, voire même virtuels. Donc en conclusion, l'éducation médicamenteuse à la sortie de l'hôpital, c'est une étape cruciale et un enjeu de la sortie. Il est essentiel d'identifier et en fait de comprendre les besoins éducatifs des parents en amont de l'éducation. Et donc nous avons catégorisé, nous, les besoins principaux, connaissances, compétences de savoir-être et compétences de savoir-faire, ce qui nous a permis en fait de proposer des axes d'amélioration concernant le contenu et le format de l'éducation médicamenteuse hospitalière qu'on proposait actuellement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Morgane. Alors moi, j'ai déjà une petite question. Alors je crois qu'il n'y a pas de questions encore dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Mais moi, j'ai déjà une petite question, Morgane. Nous, dans l'association, on a l'impression qu'il y a un retour des parents qui est qu'ils ont du mal à comprendre qui fait quoi. Une fois qu'ils sortent, en fait, ils ne savent plus qui ils doivent rappeler. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu identifier dans le cadre de cette expérimentation? Ça a été un peu soulevé à un moment donné, mais tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, notamment les personnes à contacter. Globalement, ils savent à peu près qui ils doivent contacter, le service et tout ça, mais c'est vrai qu'ils ont parfois du mal à identifier l'interlocuteur principal. Plutôt, est-ce que c'est plutôt la pharmacie, est-ce que c'est plutôt les infirmières? Donc, on essaye de les aiguiller au mieux lors des entretiens. Mais c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui a été soulevé et que ils savaient pas trop à qui demander, médecin, pharmacien, infirmier, parce qu'au final, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était moins structuré et c'était justement l'objectif de ce parcours éducatif d'essayer de structurer au mieux pour identifier chaque interlocuteur. Donc, on essaye d'améliorer ça. Après, la plupart du temps, c'est quand même le numéro du service qui rappelle en premier. Après, c'est voir s'ils arrivent à demander à qui ils aimeraient vraiment parler, en fait, en termes de professionnels de santé. Et peut-être un petit ajout. C'est vrai qu'il y a des services dans certains hôpitaux qui ont des infirmiers de coordination. Euh, à Lyon, on n'en a pas. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un manque parce qu'en fait, c'est les personnes qui permettent après de rerouter les appels. Parce que bon, voilà, c'est jamais facile de savoir qui est l'interlocuteur. Donc, qu'il y ait quelqu'un en fait qui puisse rerouter, c'est toujours bien. Donc actuellement, c'est les infirmières de soins du service qui font. Donc elles-mêmes, des fois, c'est difficile aussi pour savoir à qui en fait elles renvoient l'appel et la question.
Oui, je te rejoins, Delphine. Nous, on a la chance en France de travailler avec des hôpitaux qui ont des infirmiers et infirmières de coordination. Et c'est vrai que c'est un vrai plus pour les patients et puis pour toute l'équipe, quoi. C'est vrai que c'est des... Mais il faut nous demander, on va batailler auprès des HCL pour que vous ayez une infirmière ou un infirmier. Oh oui, s'il vous plaît. Donc, je vais laisser la parole à Audrey. Donc bonjour à tous. Donc je suis Audrey. Comme a dit Gaëlle, je suis bénévole depuis 3 ans à l'association et je suis maman de 2 enfants, dont le dernier, mon petit garçon, qui a 6 ans et demi et qui est ventricule unique. Et donc on a eu plusieurs opérations. Le sujet me parle et j'ai beaucoup de choses qui vont rebondir avec ce que Morgane a pu expliquer. Je me suis revue dans beaucoup de propos des parents. Et donc, moi, je voulais parler d'abord en amont, on va dire pendant l'hospitalisation. C'est vrai qu'en réanimation, donc, on se laisse porter par tous les médicaments qui passent. Et quand on passe dans un service un petit peu le soin continu, les infirmières, quand elles le peuvent, elles nous donnent les médicaments nous-mêmes à administrer sans vraiment nous dire ce que c'est. On se laisse un peu porter. Et puis arrive le jour de la sortie. Et pour l'avoir vécu plusieurs fois, ça se passe un petit peu toujours la même chose. C'est-à-dire que nous, on est dans l'euphorie, j'ai envie de dire, on sort, on sort, on sort. Donc on est très content. Les infirmiers, les médecins passent un petit peu en coup de vent. C'est vrai qu'ils n'ont pas toujours le temps de se poser avec nous. Et nous, on n'est pas toujours réceptifs parce que suivant la longueur de l'hospitalisation, on est fatigué aussi. Donc on est moins attentif aussi, même si on sait que c'est très important. Il y a des choses qui ne vont pas nous marquer. Et on nous donne l'ordonnance. Et je vous avoue que moi, personnellement, j'ai pris l'ordonnance et on prend bébé et on sort. Mon fils, il s'est été fait opérer donc à la naissance, à ses 3 mois et à ses 3 ans. Et à chaque fois en sortie, on est parti et on est allé à la pharmacie juste après. Et donc derrière, je reviendrai un peu après comment c'était la pharmacie, mais je m'éloigne un peu du sujet. J'ai mis le facteur psychologique, c'est-à-dire qu'à la fois on est soulagé de sortir et à la fois on a peur de quitter l'hôpital pour le côté sécurité. On sait que les professionnels vont nous donner et là c'est de notre responsabilité de donner les médicaments. Donc c'est vraiment une ambivalence et une fragilité quand même parce que, comme je l'ai dit, suivant ce qu'on a vécu à l'hôpital, on est quand même un peu fragile et c'est lourd à porter. J'ai mis aussi le facteur H parce que j'ai vraiment vu la différence avec mon fils entre un bébé de 3 mois et un bébé de 3 ans à donner les médicaments. J'ai envie de dire c'est plus facile à 3 mois qu'à 3 ans. Parce que à 3 ans, mon fils, la couleur du médicament, le goût, les choses, on a bataillé. Je ne vous cache pas que pour lui donner. Et puis voilà, du coup, c'était vraiment un challenge, on va dire. On a négocié, on a essayé de lui rappeler que c'était important, c'était pour son cœur, autrement on devait retourner à l'hôpital. Enfin, on a vraiment dû faire vraiment du marchandage avec des petits cadeaux à la fin parfois. C'est aussi un facteur, j'ai envie de dire, le retour organisationnel, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la pharmacie, c'est que quand on arrive, quand on sort de l'hôpital, nous on est allé directement à la pharmacie, dans notre pharmacie de petite campagne, et en fait on a un petit peu déchanté parfois parce que du coup on n'avait pas toujours les médicaments. Et surtout, là je parle plutôt quand mon fils était bébé, parce que du coup, comme ils ont pu le dire, il y a des préparations. Et en fait, du coup, on pouvait la voir que le lendemain. Et je me suis vue une fois, comme c'était genre, ça faisait à peine 2 heures qu'on était sorti de l'hôpital, d'appeler le service et lui dire, en fait, le médicament, je ne l'aurai pas avant demain après-midi. Et là, le service m'a dit, oh, on a encore le flacon de Lino, mon fils. Et du coup, de refaire 1 heure de route pour aller à l'hôpital, reprendre le flacon et revenir, en fait. Donc, c'est voilà, un peu d'organisation et puis organisation à la maison aussi. Alors, c'est peut-être la diapo suivante. Après, je reviens aussi sur ce que Morgane et Delphine ont pu évoquer, la compréhension des médicaments.
Pourquoi je parle de ça? Parce que du coup, on a eu pour mon fils des anticoagulants. Et c'est vrai que au départ, les petits saignements de nez, moi personnellement, j'avais pas forcément, je savais pas les effets secondaires en fait de ces médicaments-là. Et je panique vite. Voilà, je suis une maman qui panique vite. Donc du coup, par exemple, les petits saignements de lait ou l'apparition facilement des bleus. Et quand on a plein de médicaments, on se dit mais c'est lequel en fait qui fait cet effet-là? Donc pour nous, c'est pas facile. On a eu aussi parfois les noms des médicaments sur les boîtes ne correspondent pas toujours à ce que l'ordonnance aussi. Donc là j'ai mis un petit exemple par rapport au Lasix. On n'a pas toujours voilà. Et j'ai mis aussi j'ai mis une photo de l'ordonnance et on voit aussi des petites difficultés, des petites variations de noms, surtout la première aussi derrière. Donc voilà, c'était un peu. Si tu peux revenir à la diapo d'avant, s'il te plaît. Après, j'ai mis aussi, je reparlais de la disponibilité en pharmacie, un petit peu ce que j'ai évoqué. Et aussi, anecdote qu'on a eue pour la dernière hospitalisation de mon fils. J'arrive à la pharmacie, il y avait beaucoup de médicaments. Et j'ai senti que le pharmacien n'était pas très à l'aise en face. Et j'ai pas osé lui dire quelque chose, mais je ne sentais pas très sûre non plus de lui. Je repars et en fait, 3 heures plus tard, une de ses collègues me rappelle en me disant il faut que vous reveniez parce qu'en fait, le médicament qu'il vous a donné, c'était pas le bon et la dosage n'était pas bon du tout. Donc là, après, on flippe parce qu'on commence à douter un petit peu. Bon, après, on a remis bien ça en place, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter un petit peu si on sent que ça ne va pas. Enfin, moi, je rejoins un petit peu ce que Delphine a fait, de peut-être poser, parce que c'est peut-être vraiment qu'il y a quelque chose, en fait. La quantité de médicaments, c'est vrai que la liste, elle est quand même, on en a fait 6. En plus, il y en a qu'il faut arrêter au bout d'un mois, une semaine, enfin, il faut jongler. Et moi, j'ai découvert un peu tardivement, sur les horaires, que ça peut avoir un impact. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas été... on n'est pas formé, moi, je trouve. Il manque un petit peu de formation, de l'importance des horaires. Et en posologie, j'ai envie de dire, comme on voit sur l'ordonnance juste après, ils n'ont pas les mêmes posologies. Il y en a, c'est en sachet. Il y en a, par exemple, nous, la coumadine, c'était en comprimé. Donc derrière, il a fallu mettre des choses en place au départ. Et ça, on a découvert un peu tout seul. Je pense que comme beaucoup de parents, ça manque un petit peu d'information de ce côté-là. Et puis la dernière slide que j'ai fait, c'est ce que nous, on a mis en place avec mon mari sur cette gestion-là. On s'est créé une routine en fait. Et on a créé des petites choses, mais informelles qui sont rajoutées au fur et à mesure. Hein. On n'a pas sorti ça tout d'un coup. Hein. C'est au bout de 3 opérations qu'on a commencé à avoir vraiment une routine. Déjà, j'ai mis en place un classeur tout basique avec toutes les ordonnances que je pouvais emmener un petit peu avec moi si jamais on devait aller chez le médecin, parce que moi, je ne retiens pas les noms de tous les médicaments. Et c'est vrai que, l'information suivant qui on va voir... Donc, peut-être que maintenant, avec les dossiers partagés et tout, ils auront tout, mais des fois, les médecins n'ont pas tous. On a mis un lieu visible pour les médicaments. En fait, on a mis ça dans le salon. On a un armoire et on le voit bien. On avait le gros sachet blanc, mais au final, à chaque fois qu'on passait, ça nous permettait de ne pas l'oublier, même si au final, on a très peu oublié. Mais en tant que parents, ça nous angoisse l'oubli. Je trouve, moi personnellement, ça m'a beaucoup. Vérification orale, c'est-à-dire même encore, on le fait quand je donne le médicament à mon fils ou quand c'est mon mari qui donne le médicament, on dit j'ai donné l'anticoagulant, en fait, pour être sûr qu'on n'a pas fait un doublon. On se le reprécise, mais toujours actuellement. Et maintenant, c'est assez drôle parce que c'est mon fils qui le dit. Il dit maman, j'ai pas eu ça, donc derrière on en rigole. L'alarme de téléphone,
ça nous a servi pendant 1 an jusqu'à temps que ça rentre et que voilà, on n'a pas peur. On a acheté, alors ça, c'est ma maman qui me l'a conseillé en fait. Pour la coumadine, je prenais et il fallait un quart du comprimé. Je sais pas, voilà, c'est le comprimé est tout petit et un quart du comprimé, franchement, c'est compliqué. Donc du coup, on a coupé et après on mettait dans le petit broyeur que j'ai mis pour bien. Et puis on a fait aussi un cahier personnalisé pour les dosages de coumadine. Alors c'est un anticoagulant, je ne l'ai pas précisé. Mais derrière, où on mettait ce qu'il prenait en fait et s'il y avait des choses à écrire. Et, et voilà, donc c'est ça qu'on a mis en place. Et il y a un dernier petit point que j'avais fait évoquer, c'est quand on partait, par exemple chez mes parents ou le premier mois surtout avec tous ces médicaments, on a mis des médicaments dans notre voiture et on a mis des médicaments chez les grands-parents aussi. Comme ça, si jamais on veut un peu de spontanéité et on disait bon, on reste plus tard et tout, ça nous permet d'avoir le médicament chez les grands-parents, en fait. On ne fait pas pour tous, mais on en a distribué un petit peu partout avec les gens qu'on côtoie le plus et comme ça, on sait qu'on a un traitement au cas où qu'on tarde. Voilà. Ouais, j'ai un peu résumé notre. Merci de votre attention. Merci Audrey. Bon, bah voilà, ça met vraiment en lumière et en image ton retour d'expérience, hein, Morgane, sur ce que. Bon, voilà, on pourrait considérer que tu étais à Lyon, Audrey, presque. Bon, en tout cas, on voit que c'est une vraie responsabilité effectivement pour les parents et qu'il y a certainement effectivement un travail multidisciplinaire à faire en sortie d'hospitalisation pour permettre vraiment une sécurisation et logistique, mais aussi une sécurisation émotionnelle pour les parents pour un mieux vivre au retour à domicile quand on sort d'hospitalisation avec un bébé ou un enfant un peu plus grand qui doit prendre des médicaments. Est-ce que vous avez des questions même entre vous, hein, Audrey, Delphine, Morgane, et puis évidemment nos participants, est-ce que vous avez des... Et même parmi les participants, si vous avez, vous, d'autres tips, entre guillemets, des bonnes pratiques. Là, on a vu le broyeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Delphine et Morgane. On n'avait pas parlé de ça, de ce petit broyeur à médicaments. C'est vrai que moi aussi, hein, je vois pour ma fille, quand je dois couper, je me dis, est-ce que je coupe bien? Et après, est-ce que c'est bien broyé? Est-ce qu'on a bien tout récupéré? Oui, c'est un petit outil qui peut être indispensable au quotidien. Euh, et c'est vrai que du coup, ce qu'on regarde bien aussi, c'est le fait que ça soit possible de les écraser, de les couper. Euh, voilà, donc ça, c'est toujours la grande question. Et puis après, moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'Audrey, tu disais sur quand on sent qu'il y a peut-être quelque chose de bizarre ou que tu as été rappelé par les pharmaciens et que tu sentais que c'était un peu, qu'il n'était pas très sûr. En fait, c'est pas très sécurisant ce que je vais dire, hein, mais il faut quand même que je le dise, on est en toute transparence. En fait, quand on parle de cardiopédiatrie, on est sur quelque chose de très spécialisé. Quand on parle de pédiatrie, vous avez vu, on a évoqué quelques éléments de complexité sur les médicaments, sur les prises en soins. On n'est pas toujours tous très très bons, hein. Je parle en tant que professionnel. Il faut des formations d'expertise très poussées, hein. Donc, bien sûr, ça va continuer à s'améliorer. On est là pour ça aussi. On travaille tous dessus pour améliorer les formations des professionnels. Et puis, j'ai envie de dire que les professionnels généralistes, comme des pharmaciens d'officine, des médecins généralistes, ils sont plein d'autres choses aussi. Ils sont extrêmement polyvalents. Donc, sur des choses de surspécialisation, c'est pas toujours simple pour eux et des fois, ils ont les compétences, hein. Des fois, ils sont parfaitement en mesure d'eux et des fois moins. Donc, voilà, il faut peut-être avoir ça un peu en tête aussi et se dire que
est-ce que, voilà, est-ce que je peux donner toute ma confiance à cette personne? S'il y a quelque chose qui ne sent pas très bon, j'ai envie de dire, c'est peut-être à re-questionner et être sûr que, voilà. Est-ce que parmi nos participants, vous avez des retours d'expérience similaires ou que vous souhaitez partager également? Je pense je vois Chloé, Pauline, Morgane et Margot, pardon, et Antoine. C'est Alors, bien. moi, j'ai pas forcément de questions ou quoi, mais c'est vrai que, alors moi, je suis patiente moi-même, en fait, et alors, je suis plus enfant, mais du coup, ça m'intéressait quand même par rapport au traitement que j'ai actuellement, tout ça, et c'est vrai que moi, je me suis un peu retrouvée dans, bah, des fois, on sait pas trop, on nous a pas informé de tous les effets secondaires, et on sait pas trop, ben, à quoi précisément le médicament va servir. Voilà, alors des fois, c'est parce que nous, bah, dans l'émotion ou quoi, on pense pas à poser la question, ou, voilà, des fois, parle sur d'autres sujets avec le médecin. Donc voilà, c'est pas pour forcément juger ou quoi, mais c'est vrai que voilà, c'est. Ouais, oui, des fois, on se dit, bah tiens, est-ce que bah, cet effet secondaire-là, c'est normal ou pas? Voilà, à quoi ça sert? Donc, ouais, c'était très intéressant en tout cas. Merci à vous. Je pense qu'effectivement, quand on rentre à la maison, on a d'autres priorités, hein. C'est vrai qu'on est centré sur oui, j'ai envie de sortir, où j'ai envie de sortir avec mon bébé. Il y a les frères et sœurs qui attendent. Enfin, voilà, il y a plein d'enjeux qui se jouent. Et du coup, il y a plein de questions qui arrivent à la maison. Et moi, je vous encourage quand elles arrivent, à les noter. Et comme ça, vous pouvez avoir une liste à la Prévert, hein, s'il faut, de ah bah oui, toutes les questions au quotidien, si j'oublie, si vomit, si voilà, voilà. N'hésitez pas, parce que les questions, elles arrivent au quotidien quand on le vit, dans la vraie vie, et pas sur une ordonnance. N'hésitez pas si vous voulez également intervenir. Je voudrais juste vous partager donc ce dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que vous voyez mon écran. Euh, donc là, on est sur le site internet Petit Cœur de Beurre, donc de l'association. Et vous avez dans la rubrique S'informer les cardiopathies congénitales, vous avez des informations sur les cardiopathies congénitales et tout à la fin, là, vous avez l'information sur les traitements. Et donc ici, vous avez les fameux documents réalisés par les Hospices civils de Lyon, donc par Delphine et son équipe, sur bah, les différents. Donc il y a quand même pas mal de flyers. Je crois qu'on a mis hier, Delphine, si je ne dis pas de bêtises, de l'Azilix. Le nouveau arrivé. Ouais, le tout nouveau. Donc voilà, alors vous avez aussi des petites vidéos, ce qui est pas mal. Vraiment, vraiment, c'est super chouette de comment prélever un volume précis avec une seringue et comment on ouvre une gélule de préparation magistrale et on l'administre à un enfant. Donc voilà, c'est des petites vidéos qui sont très bien faites et donc vous pouvez télécharger les documents qui se retrouvent ici. Donc, vous avez toutes les explications sur à quoi sert ce médicament, voilà, avec les liens vers les petites vidéos. Donc, n'hésitez pas, les Hospices civils de Lyon ont accepté de nous les mettre à disposition pour que vous puissiez les télécharger. Ça ne remplace pas les échanges avec votre équipe médicale et paramédicale, bien entendu, mais ça vous permet d'avoir aussi des informations complémentaires. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, questions qui arrivent entre-temps? Très bien. Alors, n'hésitez pas, je fais un petit aparté pour nous proposer vos besoins si vous avez besoin et envie qu'on parle de certains sujets. Les rendez-vous web InfoCœur sont disponibles en replay sur notre page YouTube dans la playlist Information du patient, vidéo informative. Vous pouvez retrouver tous les rendez-vous web InfoCœur. On en a fait sur plein de sujets différents, sur le sport, sur l'assurance emprunteur, sur voilà, des aspects plus médicaux, sur des thématiques type la tétralogie de Fallot, la transposition des gros vaisseaux, voilà, par pathologie. Donc n'hésitez pas si vous avez des thématiques que vous souhaitez être abordées qui ne l'ont pas encore été, n'hésitez pas à nous solliciter. On trouvera des professionnels et des parents ou des adultes concernés pour nous raconter aussi leur quotidien. Et puis d'ici là, passez à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année.